Hello les gamers et les gameuses. Donc pour cette nouvelle vidéo sur Call of Duty, donc la libération de Paris. Donc pour ceux qui me suivent, c'est vrai que je suis resté un certain temps sans faire de vidéo, mais j'étais un peu occupé à faire d'autres choses. Et bon voilà, tout de suite le jeu. Bon, alors là, Paris, la libération. Donc on va commencer directement par un truc faux. Là, ça c'est les lumières allumées. Faut savoir que il y avait un couvre-feu et donc toutes les lumières étaient éteintes partout en France et même dans les zones occupées, hein, pour éviter justement que les bombardiers puissent se repérer la nuit avec les villes où je les facilitais à bombarder. Alors on va commencer la mission. Donc mission infiltration. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Hop, merci monsieur. Bon, alors il faut savoir que pour la libération de Paris, en fait, ça n'a pas commencé le 25. La 25, c'était vraiment la fin, le dernier jour. Il faut savoir que ça a commencé par une grève le 10 août. Donc plein de la police et plein de personnes ont commencé à plus aller travailler. S'appelle Fischer. Il porte un uniforme d'officier gris. Quel est le mot de passe? Comme tout le monde. Verlaine. Bonne chance. Et donc, et après, là, il y a eu une grève générale le 18 août. Donc entre le 10 et le 18, en fait, il faut savoir que les Allemands ont commencé à prendre les commissariats français d'assaut. D'assaut, quand je dis de l'assaut, ils ont retiré les armes. Donc ça a mis un peu du bordel dans la police française. Et beaucoup de personnes ont commencé à plus aller travailler. Ils ont senti que ça sentait un peu le roussi. Et il y a eu une grève générale le 18 août. Et les combats, on dira, pour la libération de Paris ont vraiment commencé le 19 août. Donc du 19 au 25. Il faut savoir que... Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Bon, attends, il faut que je pique ces clés à ce bougre. Et je vois Assassin's Creed, donc pas de problème pour voler. Allez. Hop là, c'est fait. Donc il faut savoir que les combats ont commencé en fait en gros par hasard, parce que les résistants, les policiers français avaient appelé justement une grève générale à se révolter et ils ont commencé à prendre des bâtiments administratifs. Et en fait c'était une colonne d'Allemands qui partaient de la Normandie qui fuyaient la Normandie en fait, et ils ont commencé à leur tirer dessus. Les résistants ont commencé à tirer sur cette colonne. Et la colonne a commencé à répliquer un petit peu, mais enfin bon, vu qu'ils fuyaient la Normandie, ils n'avaient pas trop d'ordre dans Paris, ils savaient pas trop ce qu'ils devaient faire, donc ils ont juste se sont un peu défendus, après ils sont partis. Et c'est vraiment là que ça a commencé en fait. Après dans Paris, on entendait tirer un peu partout. Mais à l'origine, les résistants n'avaient pas eu l'ordre de tirer sur les Allemands. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. Tiens, dans ta gueule. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont déjà en chemin. Vive la résistance. Ouais, on aurait préféré un Vive la France, mais ils n'arrêtent pas de parler de leur résistante. Enfin, bon, bref. Donc là, j'ai profité pour parler des viols un peu, parce que bon, c'est ce qui allait arriver à la petite. Hein. Faut savoir que le soldat allemand, bon, il y a eu des viols partout, comme partout quand il y a une guerre, mais il faut savoir que le soldat allemand était discipliné et il obéissait justement à un code éthique, on dira, et surtout aux officiers en fait. Les officiers allemands, ils avaient un peu d'honneur, surtout les mecs c'était des Ariens dans leur tête, donc faire des choses comme ça pour eux c'était pas très comment dire, galant ou pas très officier. Donc en fait, il faut savoir que ce mec-là, l'officier, en fait, elle vit de droit et de mort sur ces hommes-là.
Faut savoir que si, imaginons, un soldat français, anglais ou américain viole une femme, l'officier va falloir faire un rapport, après peut-être qu'il sera arrêté ou peut-être pas, il va peut-être rester en unité de combat avant qu'il passe en jugement, donc ça prend énormément de temps. Donc généralement les officiers ils faisaient pas de rapport, tandis que ce mec-là, l'Allemand, il pouvait l'abattre. S'il voyait un de ses soldats voulant violer une femme, il pouvait l'abattre sur le champ en fait. Et après bon, il faisait un rapport pour dire pourquoi il avait abattu son homme, mais il avait vraiment le droit de vie et de mort. C'est pour ça que dans l'armée allemande, il y avait beaucoup de discipline, parce que les officiers avaient une poigne de fer sur leurs hommes, en fait. Bon, il y a eu des viols si c'était caché et tout, mais ça se passait pas devant un officier. Comme là, la femme, elle va se faire violer, ils sont tous là, tout le monde s'en fout, donc ça se passait pas comme ça. Guten Abend. Il y a encore moins pour les unités SS. Parce qu'on aime bien voir les SS comme des monstres, mais ce n'est pas le cas. Du moins pas pour les viols et tout ça. Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Après, il faut savoir, à titre d'exemple, il y a eu beaucoup de viols de Françaises faits par des soldats américains. Parce qu'on leur avait vanté aux soldats américains que les Françaises étaient des filles en gros faciles. Et quand ils sont arrivés, c'était pas le cas, donc ils ont été un peu hargneux. Donc il y a eu beaucoup de viols et généralement ils ont été punis. C'était soit des soldats de couleur ou des Amérindiens en fait. Eux, ils ont été. Je suis de votre côté. Eux, ils ont été pendus, Courage. mais très peu. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Mais il n'y a eu aucun soldat américain blanc tué pour un crime de viol. Déjà en chemin. Vive la résistance. Pour les viols aussi, il y a eu les Russes. Les Russes, quand ils sont arrivés en Allemagne, ils ont violé énormément tout ce qui est passé. Quoi. Il fallait vraiment, les femmes, ils se cachaient en fait. Ils ont vécu pendant plusieurs mois, voire des années cachés, parce que les soldats russes, même après la guerre, la nuit, c'était la chasse aux femmes. Et des fois, il y a des femmes qui se faisaient violer par une quarantaine d'hommes. Et quand les hauts commandements en a parlé à Staline, Staline il a dit en rigolant, on va pas en vouloir à mes hommes de pouvoir repeupler l'Allemagne. En gros, ils s'en foutaient quoi. Et voilà, il y a eu ça. Et après, malheureusement pour nous Français, il y a eu en Italie beaucoup de viols d'Italiennes. Il faut savoir que le commandement français a laissé un peu faire les soldats français, en gros, un peu pour se venger que les Italiens nous étaient pas alliés avec nous et ils nous ont mis un petit coup dans le dos en fait. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur les viols. Donc là c'est pareil, il faut savoir que là dans la date du jeu on est le 25 août, il faut savoir que le 25 août c'était le dernier jour et en fait bon il y avait des combats partout. Là il faut vous dire que tout ce monde là qui bosse, il serait déjà en train de commencer à brûler des papiers, à vouloir se barrer. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Bon, Verlaine, c'était le mot de code envoyé par la radio pour annoncer aux résistants qu'il y avait le débarquement qui allait avoir lieu. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil à ce mot de passe qui nous balance. Il faut faire vite. Vous êtes prêts à faire l'échange? Non, il est trop tôt. Et je dois partir en réunion. Les explosifs seront dans une mallette comme la vôtre. Nous ferons l'échange en salle d'opération. Passez devant. Non, il me surveille. Vous devez vous infiltrer dans le bureau d'Heinrich au 3e étage. De là, vous pourrez traverser l'aile nord et éviter les contrôles. On ne doit pas nous voir ensemble. Partez, rendez-vous en salle d'opération. Ouais, elle est rentrée dans le bureau d'Heinrich. Ok. Donc alors il faut savoir justement que les Américains en fait ils voulaient pas libérer Paris, c'était pas dans leur objectif. Au début c'était un objectif, mais après vu qu'ils ont vu que les Allemands ils foutaient le camp, ils se sont dit tiens on va contourner Paris et on va la libérer plus tard en fait. Après c'était plus devenu un objectif principal.
Il faut savoir que c'est le haut commandement français qui a vraiment insisté aux Américains pour pouvoir se libérer Paris. Parce qu'il faut savoir que les Polonais, ils ont voulu libérer Varsovie eux-mêmes. Donc là, pendant le mois d'août, ils en ont déjà un mois. Pendant 4 mois, ça a duré leur révolte. Et ils ont été massacrés littéralement par les Allemands. Parce que les Russes sont restés... ils n'ont pas intervenu, ils ont attendu justement que les Polonais se fassent massacrer par les Allemands. Et une fois que tout le monde était bien massacré et que la ville était rasée, ils sont rentrés. Parce que il faut savoir que les Soviétiques, les Russes en général, n'aimaient pas trop les Polonais. Donc alors le haut commandement français a insisté en disant si on fait pas quelque chose parce que les mecs qui se révoltent, la ville elle va être détruite. Hein. Ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Donc là par exemple vous voyez l'aigle sur la manche, ça veut dire que c'est une SS. Parce qu'en fait dans les soldats normaux de l'armée ont l'aigle sur la poitrine. Une différence entre les SS et la Wehrmacht. La Luftwaffe c'est une espèce d'aigle pareil sur la poitrine mais avec des ailes déployées. Et pour la Kriegsmarine, la marine allemande, c'est un aigle comme la Wehrmacht mais il est doré. Pour le différencier aussi en fait. Donc alors comme je vous dis, le commandement français a insisté auprès des Américains pour libérer Paris et en même temps ils ont insisté pour que ce soit eux qui rentrent en premier dans Paris. En disant aux Américains si ça serait Washington, nous on vous laisserait rentrer. Et comme on a une histoire un peu de libération avec eux pendant leur révolution à eux, donc ils ont laissé les Français rentrer en premier dans Paris. Donc là il faut savoir, là on est le 25, là il faut savoir que les Américains sont rentrés le 25 dans Paris. Il faut savoir déjà depuis le 24 août, les Français sont rentrés dans Paris. C'est la 2e division blindée avec le régiment de marche du Tchad. Qui était beaucoup composé de coloniaux et d'Espagnols aussi. Et c'est eux qui ont commencé à rentrer dans Paris. Sachant que, comme je vous disais, depuis le 19 déjà, tout partout dans Paris, c'est un peu le bordel, ça tire dans tous les sens. Et par exemple, l'hôtel de ville, elle a été prise le 20 août par les résistants. Bon, on va faire passer la scène cinématique parce que ce sera un peu long. C'est un peu Hollywood. Bon. Voilà, j'ai passé un peu la scène parce que c'était un peu long. Allez, on va reprendre notre activité. Donc, il faut savoir que justement, Hitler avait donné l'ordre qu'on détruise Paris. Donc, il voulait détruire les grands monuments de Paris. Hein. Et justement, on a eu de la chance, en gros, c'est que le général von Colsitz n'a pas exécuté l'ordre, en fait. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a le consul de Suel, Raoul Nordling, qui lui parlait en disant que même si c'était un soldat, il fallait qu'il désobéisse à cet ordre-là et que la guerre allait être finie et qu'un jour il va falloir qu'il réponde de ce qu'il a fait. Donc ça l'a fait réfléchir, donc il a préféré pas détruire Paris et se rendre aux Américains. Pas aux Américains, c'est plus avec les Français qu'il a traité la reddition de Paris, mais bon, lui il voulait vraiment se faire arrêter par les Américains. Il faut savoir aussi qu'il y a une autre personne, on en parle très peu, c'est le sous-lieutenant Bressendorf, qui était un peu francophone. Donc lui il était à Paris justement pour un peu traduire les dossiers en fait en allemand et français. Bon, il était bilingue et il aimait bien Paris et les Français. Et justement lui, quand il avait reçu le télégramme d'ordre de destruction de Paris en fait, parce qu'il était dans les télégrammes et les radios, il n'a pas donné l'ordre tout de suite. Il a attendu une journée en fait. Donc déjà rien que même cette petite journée où il a attendu, ça a joué en la faveur des monuments. Merci de votre collaboration. Die alte Frau behauptet, beim Café du Mont würden sich wieder Ständler treffen. Ist dir bewusst, mit wem sie gesprochen hat? Nein. Donc là c'est pareil, là, il parle d'une femme qui a appelé pour dire qu'elle voit des résistants.
Alors que je vous dis, ça tire dans Paris depuis au moins 5-6 jours. Ça, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, hein, avant, tout le monde n'avait pas les téléphones, à part des services de poste, la mairie et tout ça. Donc en fait, quand vous téléphoniez, en fait, vous aviez juste à décrocher votre téléphone et vous aviez affaire à une opératrice radio. Et une opératrice téléphone. Donc, et elle, en fait, elle prenait votre numéro en fonction de votre ligne, là, où il y a les trous, et elle mettait le fil dans l'autre trou où vous vouliez joindre la personne, en fait. Donc avant, dès que vous décrochez le téléphone, vous aviez une femme qui parlait pour dire vous passez ailleurs. Et donc là, en fait, ils ont mis une femme qui appelle pour dire qu'elle voit des résistants en pensant qu'ils se trompent. Alors que, en fait, malheureusement, en France, on a le record de dénonciation. Je pense que c'est la ville de Chartres ou d'Orléans, une des deux villes, une ville ouanienne, ils avaient 3000 dénonciations par jour, des lettres de dénonciation à la commandanture, pour dire voilà, mon voisin c'est un juif, mon voisin c'est un résistant, que des trucs de ouf. Il faut savoir que ça a eu l'effet inverse parce que le commandement a commencé à pu étudier ces documents parce qu'ils en recevaient trop. Et ils ont compris que c'est les Français qui réglaient leurs comptes entre eux en fait, en se servant des Allemands. Donc c'est malheureusement une... C'est malheureusement un triste record que l'on a. Les Français ils ont été un peu... On dit les francs ils sont francs, mais pas tous. Hein. Après, un autre truc, il faut savoir aussi que en France, il me semble que par jour, il faudrait que je revoie les chiffres, hein. Par jour, ils avaient 120 attaques, on dira terroristes, parce que pour eux c'est les terroristes. Il y avait 120 attaques de résistants par jour. Donc ça pouvait passer du simple clou mis sur la route pour dégonfler les pneus à l'assassinat ou à l'attaque à la bombe. Il faut savoir aussi que justement avant cette grève générale et le bordel dans Paris, il faut savoir que Paris n'était pas une ville aussi ouverte qu'on ne le pense. Il y avait des quartiers, en fait, les soldats allemands, quand ils étaient en permission, s'ils voulaient se balader, ils devaient se balader dans des quartiers surveillés, qui étaient fermés et surveillés par des soldats armés. Et il y avait des zones où ils ne pouvaient pas y aller, en fait. Si ces zones n'étaient pas surveillées, ils ne pouvaient pas y aller, parce qu'il y avait risque d'attaque, d'assassinat ou quoi. Donc c'était facile d'un Allemand ou deux qui se baladent tout seul dans la rue, de leur foutre un coup de couteau, un coup de flingue, et de leur piquer leurs armes et leurs uniformes, tout ça, quoi. Alors là, je suis en train de chercher parce que je parle, et je fais même plus attention où je vais. Ah bah c'est là. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde schon überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Tiens, pose trop de questions. Faudrait peut-être nettoyer le sang là, fait un peu négligé là. Vous ne me décevez jamais. On a un problème. Ils sont tous en état d'alerte. Ils ont capturé notre contact. Vous avez fait l'échange. Oui, j'ai les explosifs. Alors on change rien. On se retrouve dans la cour, une fois les charges posées. Bon bah on va encore se la jouer à la furtive. Bon alors là je vais essayer de la faire furtive du début à la fin parce que sinon ça va tirer dans tous les coins. Et ça va être un peu le bordel. Ah, bah les deux, il y a deux. C'est trop risqué. Ouais, tous les mecs que je flingue maintenant, ça sera des mecs que j'aurais pas flingué après. Au cas où ça partira en sucette.
exposé. Ouais, ils sont deux là, c'est un peu risqué. Donc comme je vous disais, les silencieux de l'époque, ça faisait quand même du bruit, donc c'était un coup à se faire entendre. Comme là j'aurais tiré, lui il m'aurait entendu direct. Ouais mec, je sais même pas si t'es mort derrière la porte là, mais enfin bon. Faut croire que oui, vu que on nous a pas alerté. Allez mon copain, on va se sauver. Merci, je serai là si vous avez des ennuis. Il faut savoir que ça c'est pas une connerie, il y avait vraiment des soldats allemands dans la résistance française. Donc leur rôle à eux c'était en gros de donner des informations ou des armes. Et une fois la libération arrivée, Je suis trop exposé. ils ont rejoint les rangs de la résistance, quoi. Ils sont pas partis avec leurs soldats, avec leurs troupes. Donc là c'est pareil, on fait le rôle de... On fait le rôle d'une femme. Bah c'est bien parce que dans la résistance c'est vrai qu'il y avait des femmes. Oups. Bon bah c'est fini pour la mission silencieuse là. On est parti dans le vif du sujet. Donc comme je disais, les femmes dans la résistance en fait ils étaient pas dans des postes de combat. Ça arrivait justement dans la libération des villes, Paris, Marseille et tout ça, qu'ils ont commencé à prendre les armes et tirer, mais à l'origine, eux, leur boulot aux femmes, c'était de transporter généralement des documents ou des armes, par exemple dans des landaux d'enfants. Parce qu'il faut savoir que les Allemands, généralement, ils fouillaient pas les landaux où il y avait les gosses. Ils ne devaient pas s'imaginer que les gens étaient aussi tordus de mettre leurs gosses en danger. Une bonne grenade là, ça aurait fait du bien. Bon, là j'entends les chiens. Merde, il m'a vu en même temps. Il m'a flingué mon sang. Tiens dans ta gueule. Tiens, le chien il s'est cassé la gueule, tiens, c'est marrant ça. Au moment que c'est le résistant qui a tiré dessus. Voilà. Alors là, il faut que je fasse attention entre mes potes qui courent dans tous les sens habillés en allemand et les vrais allemands. Donc c'est un peu compliqué. Alors il faut traverser tout le bordel. Donc oui, comme je disais, les femmes alors dans la résistance ils transportaient des documents. Et aussi ils devaient pas, on dira pas coucher avec l'ennemi, mais ils flirtaient en fait. Ils flirtaient avec des miliciens ou des Allemands pour justement avoir des réponses. Donc imaginez la femme, elle flirtait avec un Allemand. Elle lui disait bah tiens demain on va se voir, on va manger un morceau ou quoi. On va se voir où on va faire un cinéma ou un truc comme ça. Hein. Et si l'Allemand ou le milicien lui disait bah écoute demain je peux pas, je suis en mission, ou je suis en manœuvre ou je dois partir à tel endroit ou quoi. Donc là ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc justement s'ils avaient imaginons un largage ou des parachutistes d'armes ou quoi,
Oh là là, c'est joli ça. Une MG42. Oh, 5 balles. Ouais, juste pour faire plaisir. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il flirtait un peu. Il flirtait un peu avec les. Ouais, lui ça se tire dessus, mais il est normal en train de patrouiller. Donc il flirtait pour avoir des informations en fait sur les mouvements de troupes en fait pour savoir s'il pouvait effectuer. Merde, je crois que t'étais un de mes potes toi. Merde, c'est un de mes potes. Ah, fait chier, je vais faire. Je crois que je vais en flinguer un avant la fin de la mission. Donc voilà pour les femmes de la résistance. Mais après, c'est vrai que certaines ont participé au combat. Ah, tu me couvres, mais faut pas te foutre devant moi. Waouh, ça pue grave là. Oh, c'est un sacré bordel, franchement, j'arrive plus à reconnaître qui est qui là-dedans. Maintenant, c'est à vous et vos hommes de jouer, Daniels. Voilà, on va prendre un peu, Il y a un truc qui cloche. un peu du combattant là. On devrait y aller. Tirez pas avant. Soyez prêts. Faites dans la peau! Allons-y, les gars. Ils peuvent pas tenir plus longtemps sans nous. Faut faire vite! Les Boches vont pas se laisser faire! Bon. Donc là c'est un peu le bordel, donc t'as tout le monde, tout plein de résistants qui viennent, qui tirent, ça balance des cocktails molotov dans tous les sens. Allez, allez. Alors je vais parler un peu du bar, parce que je crois que c'est la première fois dans le jeu qu'on l'a en main. Donc le BAR, hein. C'est une mitrailleuse Browning qui a été fabriquée en 1916. Donc c'est une arme qui a été conçue à l'origine pour les combats des tranchées, pour la Première Guerre mondiale. Donc le haut commandement américain voulait une mitrailleuse légère portée par un seul homme, parce qu'avant les mitrailleuses étaient assez lourdes, et ils étaient portés par 2 ou 3 hommes. Donc ils se sont dit on veut une mitrailleuse qu'un homme peut porter, et ils nous ont pondu la Browning. Donc elle a été donnée à l'armée en 1918, mais c'était la fin du conflit, donc elle n'a pas servi en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Donc mitrailleuse légère, calibre 7,62, poids 11 kg. Donc ça c'est léger, hein, et portée maximale 4572 mètres. Donc on peut, la balle elle peut nous faire 4 km quoi. Et capacité du chargeur, comme vous voyez dans le jeu, 20 cartouches. Ils n'ont pas fait de grands chargeurs, je sais pas pourquoi, mais peut-être pour son poids, ou sinon ça aurait pas donné la même chose. Cette arme là on peut l'avoir dans... Il faut sauver Soldat Ryan en fait. Il y a l'espèce de... Il y a un mec du commando de Tom Hanks qui a cette mitrailleuse. Enfin bon, il devait vachement recharger souvent parce que 20 cartouches c'est pas beaucoup. En parlant de ça j'ai déjà plus de balles moi. À l'assaut les copains.
On pourra dire une fois que nos copains ils nous aident vachement parce que j'ai tué presque pas de mecs là. Donc voilà, en fait, les rues de Paris, ça ressemble à ça à l'origine. Hein. Ça se tirait un peu dans tous les sens. Il y a même des gens qui n'étaient pas combattants qui sortaient dans les rues. Bon, c'est bien parce qu'ils ont fait des barricades, mais il y a d'autres personnes pendant les combats qui sortaient dans les rues. Ils n'étaient pas armés. Donc ça crée encore plus de bordel dans les combats en fait. Donc on compte qu'il y a eu, pendant la libération de Paris, 2800 civils tués. Donc 2800 c'est beaucoup, hein. C'est pas juste du résistant, hein. C'est vraiment... C'est vraiment, comment dire, du vrai civil, hein. Donc il faut savoir que les policiers aussi se sont mêlés aux résistants. Il faut savoir que les policiers ont travaillé pour les Allemands, hein, avec le régime de Vichy. Et justement leur sort à eux c'était de... Bah, ils allaient finir en jugement, hein, parce que les policiers ils ont fait de la merde quand même, hein. Ils ont arrêté des juifs, arrêté des résistants, ils ont vraiment collaboré avec les Allemands. Et quand tout a commencé à partir en sucette, donc quand ils ont senti que le vent est tourné, ils se sont ralliés aux résistants. Donc il y a eu 3000 policiers qui se sont ralliés pendant la libération de Paris. Donc De Gaulle et le commandement français se sont dit, vu qu'il y a la menace toujours communiste, merde, j'ai foiré. Bon ben je me suis auto-tué. Donc alors comme je vous dis, alors donc le haut commandement français s'est dit, ben tiens, on a 3000 bonhommes armés, disciplinés qui vont nous obéir. Et comme on est en pleine libération et qu'ils avaient peur à une sorte de coup d'état et tout, ils se sont dit le mieux que ce qu'on va faire c'est que justement ces mecs là on va rien leur dire. Tant pis de la merde qu'ils ont fait, mais on va s'occuper, on va comment dire, on va se servir d'eux en fait, comme d'une petite armée privée pour pouvoir gérer tous les résistants qui foutent le bordel et avoir des hommes fiables sur le terrain. Donc c'est comme ça que ces 3000 policiers en gros ils ont été une sorte de grâce. Et il faut savoir justement pendant... Mais si je reste là je suis mort parce que... Il me faut cette trousse de secours. Tout mon sang je le flingue là. Voilà, j'ai l'impression que mes potes ils font plus grand chose parce que je suis en train de perdre tout mon sang et on n'avance pas du tout là. Et donc comme je dis dans les policiers, alors il y a eu 177 policiers tués dans les combats dans Paris et 532 résistants. Donc comme je vous disais, les 2800 civils, c'est vraiment des civils quoi. Et les Français ont eu donc la deuxième division blindée en fait, ont eu 156 soldats tués et 225 blessés. Donc c'est pour vous dire que ça a quand même bien canardé dans Paris, hein. Et les Allemands ils ont eu 3200 tués et 12 800 prisonniers. Forcément après quand ils se sont rendus, quand la ville a capitulé, il y avait encore beaucoup d'Allemands. Mais il faut savoir que tous les Allemands n'ont pas capitulé. En fait, l'ordre a été donné, hein, mais il faut savoir que bon, des unités SS, eux, ont continué à se battre. Il y a eu encore quelques combats le 25 et dans la zone nord en fait, dans les zones nord de Paris, il y a encore un peu de combats. Et quelques aussi tireurs isolés allemands et miliciens qui sont restés dans la ville et qui faisaient un peu, qui tiraient un peu sur tout ce qui se passait. C'est eux qui font chier en fait, ces deux mecs là.
Ouais, il fallait juste que j'avance pour que tout le monde avance. C'est ça pour vous la guerre? Véhicule en approche, balancez le fumigène. Cible au premier étage. Avancez. Allez, allez. Les munitions t'attendent, soldat. Faut qu'on arrive à la garnison. Il me faut des munitions, chef. Trouvez vos cibles. On les harcèle. Alors, le Panzerschreck. Donc c'est tiré hors des chars, hein, ça veut dire. Hein. Donc c'est un Panzerbucher 43, lance-roquette anti-char. Donc ça a été pris sur le bazooka. Donc pendant la campagne d'Afrique, les Allemands ont trouvé des bazookas américains. Et ils ont recopié le modèle en fait, en un peu plus costaud. Donc poids 11 kg, portée 150 mètres, donc c'est une petite portée. Hein. Produit en 314 895 exemplaires. Et ils ont fait 2 218 400 roquettes. L'allemand était motivé. Hein. Donc c'est une roquette à charge creuse qui est propulsée pendant tout le vol. Et justement avant les mecs ils portaient des masques à gaz. Donc c'est pour ça après ils ont mis une plaque déjà pour protéger le tireur. Et aussi pour protéger le tireur et aussi pour éviter qu'il se prenne des gaz dans la tranche, pour éviter qu'il mette un masque à gaz, donc ils ont mis la plaque protection. Suivez-moi. Donc en fait il faut savoir qu'une roquette en fait à charge creuse contre un char, donc ça, en fait l'explosif pousse un petit noyau qui rentre dans le char, et c'est un petit noyau, bon à l'époque il faisait à peu près 1000 degrés, donc imaginez dans un char d'un coup vous avez une petite boule de 1000 degrés, donc en fait ça... La chaleur monte, ça brûle les mecs dedans, ça brûle les explosifs, les obus qu'il y a dedans. Donc en fait c'est une espèce de micro-ondes d'un coup là-dedans. Donc ça à l'époque c'était à peu près 1000 degrés. Je pense qu'à notre époque les roquettes ça envoie un petit noyau de à peu près 5000 degrés. Tenez, prenez ça. Donc c'est pour ça que des fois il y a des plaques ou des protections sur les chars en fait d'explosifs. Pour justement faire exploser la roquette à l'extérieur du char en fait. Donc les mecs dedans ils seront un peu secoués. Mais donc les mecs seront un peu secoués mais ils seront pas morts en fait. Donc voilà pour le Panzerschreck. Il y en avait quelques-uns mais généralement c'était vraiment du... Il est là cet enfoiré. C'est juste ce mec là qui me faisait chier là. J'ai pas d'autres flingues, attends. C'est où mes flingues là? Oh, putain, le mec il me donne un fusil à pompe. Et ça c'est de la merde. C'est de la merde. Donc le WAF 28 j'en avais déjà parlé, hein. C'est généralement une arme pour le maintien de l'ordre. Par ici! Je lance une grenade! Merde. Bon bah excusez-moi les gars, j'avais pas vu que vous vous rendiez, j'avais tiré avant.
Forcément, lui il se rendait, il a vu que j'ai tué ses deux potes, d'un coup il s'est dit c'est pas une bonne idée. Il faut préparer les défenses. Les Allemands seront bientôt là. On les verra arriver d'ici. S'ils s'approchent, on balance des molotovs. Il me faut des cocktails Molotov les copains là. La ville tout entière s'est soulevée. On y est presque. Alors les cocktails Molotov, donc Ils balancent des fumigènes dans la rue. donc en fait ça a été vraiment créé en 1936 pendant la guerre d'Espagne, donc ça a son apparition. Les autres, attends qu'ils soient apportés. Joli tir. Mais merde alors. Bon. Je pensais pas j'étais un aussi bon tireur que ça. Les mitrailleuses. Mais en fait l'histoire qu'on retient vraiment du cocktail Molotov, c'est ça date de 1938 en fait, pendant 1938 1940-41 en fait, quand il y a eu la guerre entre les soviétiques et les finlandais. Il faut savoir que les soviétiques ont attaqué la Finlande. Ouf, non c'est pas... Ennemi devant, vas-y, prends tes molotovs. Et justement en fait c'était un ministre Et un track arrive sur l'autre pont. Neutralise la tourelle du Halftrack. Merde, j'ai flingué le mec derrière. Donc c'était un ministre qui s'appelait Molotov en fait. Et en gros il disait en fait il balançait des bombes sur la Finlande et il disait en fait on y va pour leur donner des paniers repas, les aider et tout. Percé, faut que tu prennes tes molotovs. Et eux ils recevaient des bombes en fait au lieu des paniers repas. Hein. Donc c'était la propagande de l'époque. Et justement les Finlandais quand ils ont fait des cocktails en fait, ils ont dit bah tiens vu qu'eux ils donnent les paniers repas, nous bah on va leur donner la boisson en fait en balançant les cocktails. Donc ils ont appelé pour un peu narguer le ministre soviétique, ils lui ont donné son nom. Donc ils ont donné les cocktails Molotov. Bon, c'est super, encore mort. Donc voilà pour l'histoire du cocktail Molotov. Mais à l'origine ça a vraiment pris... ça a commencé à apparaître en 1936 pendant la guerre civile d'Espagne. Waouh. Ah c'est pour ça que je suis mort tout à l'heure. Saloperie de Panzerschreck. Faut qu'on dégage de là. Viens, Daniel. Yeah. Halftrack en approche. Allez, mine toi là. Halftrack est détruit de Halftrack. Il faut savoir qu'un... Plein d'enfoirés. Ils battent en retraite. Ouais, c'est où c'est con. Voilà, moi ce que j'ai à vous dire. Et il faut savoir que à notre époque, les roquettes ils ont une distance de sécurité d'à peu près 80 mètres. Donc ça veut dire que si le véhicule est plus proche de 80 mètres, la roquette elle explose pas en fait. Parce que sinon vous risquez de recevoir des éclats et de mourir aussi. Mais le Panzerschreck c'était à peu près pareil, il y avait une distance de sécurité. Parce que là l'Halftrack était vachement près de moi en fait. Très bon travail. Donc voilà pour la libération de Paris. Donc les gamers et les gameuses, je vous dis à une prochaine vidéo. Eh bien qu'on aura du champagne et du caviar finalement. Eh Daniel, si tu penses qu'on va trouver Allez. une jolie jeune fille Ciao, qui arrête ciao. d'un pot-
Tschüss.